S'il y a bien un personnage de notre histoire nationale qui est iconique, qui a une aura différente des autres, c'est bien Clovis, et c'est tout logiquement, et sans originalité, que nous l'avons choisi pour débuter cette chaîne. Connu de tous les écoliers avec Charlemagne, Jeanne d'Arc ou Louis XIV, Clovis est un personnage quasiment mythique. Si nos connaissances sur lui sont assez légères, on a longtemps considéré que son fameux baptême, scellant l'alliance entre le trône et l'autel, marquait les débuts de l'histoire de France. Cependant, vous le savez sûrement, mais aujourd'hui on a tendance à remettre en question l'importance de ces dates clés de l'histoire pour leur préférer des transitions ou des mutations plus étalées dans le temps. Ce qui fait qu'il est difficile de savoir quand commence réellement l'histoire de France, d'autant que de nombreux choix sont possibles. On pourrait la faire commencer à la date où l'on retrouve le premier texte écrit dans l'histoire de la France actuelle, puisque l'histoire est avant tout un travail d'enquête, l'étude des écrits du passé, ou encore en 58 avant Jésus-Christ, puisque César parle des 3 Gaules dans ses commentaires sur la guerre des Gaules, délimitant des territoires qui correspondent à peu près à la France actuelle, plus nos provinces perdues de Belgique et de Suisse, ou en 52 avant Jésus-Christ avec la révolte de Vercingétorix, symbole d'unité nationale et de résistance dans une fin de 19e siècle où le roman national battait son plein. Le milieu du IIIe siècle avec l'arrivée des Francs, ou l'installation des Saliens dans l'Empire en tant que lettes, la date de 843, avec le traité de Verdun qui découpe l'Empire carolingien en 3 royaumes, dont celui de Francie occidentale, 987, avec l'avènement d'Hugues Capet qui fonde une des dynasties qui allait régner pendant plus de 1000 ans, et structurer l'état-nation que nous connaissons tous, vers 1190, lorsque Philippe Auguste appose la titulature de roi de France sur les documents officiels, quelque part lors de la guerre de 100 ans, avec un renforcement des sentiments nationaux, dans une moindre mesure, ou encore en 1792 selon Google. Oui, la France est plus jeune que les États-Unis. Les dates sont nombreuses, comme vous le voyez, et je suis sûr qu'on pourrait en trouver d'autres. Mais il s'agit là d'un débat historiographique qui mériterait sa vidéo à part. D'autant qu'ici nous parlons d'un peuple exogène aux Gaules, les Francs étant certainement originaires du Jutland ou du sud de la Scandinavie comme les autres peuplades germaniques. Mais trêve de digression. Nous allons à présent nous pencher sur ce que nous savons de cet homme mystérieux qui était Clovis, et de qui nous en tenons les informations. Premièrement, on n'a que très peu de sources contemporaines, une quinzaine de lettres courtes tout au plus, dont une seule rédigée en son nom. L'autre problème, c'est qu'une bonne partie d'entre elles ont été recopiées a posteriori et ne sont donc pas forcément fiables. Par exemple, si on se base sur la lettre de 482 où Rémy, évêque de Reims, félicitait Clovis pour son accession au trône de papa, eh bien Bruno Dumézil explique que sur une copie du 9e siècle, le moine qui l'a retranscrite avait écrit « Vous avez hérité du gouvernement selon la loi de la guerre », au lieu de « Vous avez hérité du gouvernement de Belgique seconde ». Une simple erreur par méconnaissance des provinces romaines qui trompa bon nombre de lettrés à l'époque moderne, faisant office de fake news. Plus globalement, les sources du haut Moyen-Âge sont, selon Claude Gauvard, celles de sociétés encore très marquées par l'oralité, même si on peut se baser sur les textes historiques. Comme vous le savez sûrement, notre source principale sur la vie de Clovis, c'est l'évêque Grégoire de Tours, à travers son Histoire des Francs, qu'il aurait écrit selon ses propres mots, par devoir de mémoire, s'essayant en historien, du VIe siècle. Le tout teinté de références théologiques. Les hagiographies, les vies de saints, mélange de surnaturel et d'événements réels, les textes de lois barbares, comme le Code Eurique ou la Loi Salique dont on a des copies du 8e siècle, les documents administratifs, comme les actes royaux ou les chartes, même s'ils sont très peu nombreux, et l'archéologie, qui apporte autant d'informations que de nouvelles questions, comme en témoigne la tombe de Childéric. Vous l'aurez compris, on a quelques éléments sur la société de l'époque, mais c'est assez limité en ce qui concerne Clovis, d'autant que nous n'avons toujours pas trouvé sa tombe. Ça c'était pour les sources, maintenant voyons l'histoire de l'homme en lui-même. Clovis, ou Chlodwig Hildericsson, est le fils de Childéric Ier, roi des Francs saliens, dont le territoire s'étendait autour de la ville de Tournai, et de Basine de Thuringe, ex-femme du roi Bizin que Childéric aurait ramené avec lui de son exil, selon GDT. Mâle alpha ou masculinité toxique, je vous laisse en juger. Probablement né vers 465 à Tournai, il reçoit une éducation guerrière tout au long de son adolescence, mêlant équitation et chasse. En plus du vieux francique, il apprend certainement le latin étant destiné à collaborer avec l'administration romaine comme papa, même si on n'a pas de preuve qu'il savait écrire. Rappel! Les Francs saliens étaient fédérés par Rome depuis 358 après leur défaite et installation en Toxandrie par Julien. Et même si le dernier empereur fut déposé en 476, ça n'empêche pas aux entités sous-jacentes de perdurer par la suite, comme les royaumes des Francs. Ils furent ainsi romanisés par des siècles bien que discontinus de service militaire qu'ils devaient à l'Empire en cas d'attaque ou de campagne militaire, ayant avant cela le statut de lette, si ça se prononce comme ça. Mais encore une fois, c'est à nuancer, comme en témoigne le tombeau de Childéric à Tournai, mélange de culture romaine et franque. Vers 481-482, la lettre de Rémy de Reims témoigne de son accession au trône.
Ce dernier y défend clairement la place du clergé dans le royaume franc. Dans ces années-là, Clovis se marie avec une princesse rhénane afin de conclure une alliance et d'avoir ainsi le champ libre à l'ouest. Thierry, futur roi franc, naît de cette union vers 485. Il entreprit ensuite des expéditions militaires en direction de la vallée de la Somme. Il faut comprendre que la place du roi dans les sociétés germaniques n'était pas forcément garantie et qu'il semblait normal de tuer ou de renverser un mauvais monarque, c'est-à-dire celui dont le règne était marqué par moult défaites militaires, des épidémies ou des mauvaises récoltes, synonyme de terribles famines. Il mit finalement la main sur Soissons après Senlis et Beauvais, s'attaquant au royaume de Syagrius, le gouverneur de la région parisienne. Et c'est là que GDT nous raconte la fameuse légende du vase de Soissons. Cette même année 486, après la prise de la ville, et des nombreux autres qui la précédaient, Clovis reçut un émissaire de Rémy de Reims lui demandant de lui remettre un vase liturgique en pierre d'agate dérobé dans son diocèse lors d'un pillage d'église. Le roi l'invita à le suivre jusqu'à Soissons, où devait avoir lieu le partage du butin selon les coutumes franques. Demandant à ses guerriers de récupérer le vase, tous acceptèrent, sauf un guerrier léger, envieux et impulsif selon GDT, qui frappa le vase de sa hache, sans trop l'endommager puisqu'il est indiqué que Clovis put tout de même le restituer. Les choses en restèrent là. Puis, le 1er mars 487, coutume plus romaine, le roi, âgé d'un peu plus de 20 ans, réunit son armée au champ de Mars pour inspecter ses troupes et l'état de leurs armes. Arrivant face aux fameux rebelles de Soissons, Clovis jeta sa hache à terre, prétextant qu'elle était dans un état lamentable. Et alors que ce dernier s'inclina pour la ramasser, le monarque lui aurait susurré « Souviens-toi du vase de Soissons », avant de lui éclater le crâne à coups de Francisque. Les autres eurent l'ordre de se retirer en silence, laissant le cadavre exposé au public. Éducation à la dure, ça vous fera sans doute relativiser sur les punitions de vos parents durant votre enfance. Les Francs s'avancèrent ainsi jusqu'aux limites de la Bretagne, mais ne parvinrent pas à soumettre ces peuples belliqueux d'Armorique, jamais intégrés au royaume par ailleurs. En parallèle, Syagrius fuyait chez Alaric II, roi des Visigoths, qui finit tout de même une année plus tard par le livrer aux hommes de Clovis. Dans les années qui suivent, Clovis chercha à nouer des alliances avec les autres grands de feu l'Empire. Vers 490, il noua une alliance avec Théodoric, le roi des Ostrogoths, maître d'Italie. 491, il soumettait les Thuringiens, peut-être pour récupérer le territoire d'où sa mère était originaire, ou pour répondre à un affront. En 492 avait lieu le mariage de sa sœur Odofled avec Théodoric pour concrétiser la précédente alliance, et vers 493, plus intéressant, Clovis quitta son épouse rhénane pour la fameuse Clotilde, nièce du roi des Burgondes Gondebaud, ce qui permit d'entériner une nouvelle alliance. Quelques années plus tard, les Alamans menacèrent les villes de Cologne et Trèves. Clovis porta donc secours au roi des Francs Sigebert le Boiteux, dont le surnom provient justement d'une blessure lors d'une bataille qui eut lieu en 496, celle de Tolbiac, marquée par une victoire arrachée aux Alamans et qui permit à Clovis de gagner la fidélité des Francs rhénans. A noter qu'il avait promis à Théodoric des années auparavant de ne pas les poursuivre au-delà du Danube où il avait commencé à les installer. On en vient donc au baptême, événement ô combien marquant pour nous et pourtant assez peu connu puisqu'on n'a qu'un seul document contemporain à son sujet, et d'une personne qui n'était même pas présente à la cérémonie. Si vous avez un peu suivi, vous aurez remarqué que l'évêque Rémy essaya très tôt de se rapprocher de Clovis, avec la lettre de 482, mais c'est surtout le rôle de Clotilde qui semble important dans la conversion du monarque. Au début, il était réticent. Il doutait de l'existence d'un dieu unique, et la mort de son premier fils baptisé, Ingomère, ne vint qu'ajouter de la méfiance chez le roi franc, qui craignait par ailleurs de perdre la confiance de son peuple en se convertissant, puisque ceux-ci étaient païens et accordaient une grande importance à leur divinité dans le domaine militaire. Après tout, un roi n'est victorieux que s'il est soutenu par les dieux. Mais d'un autre côté, les évêques étaient des personnages importants dans les cités gallo-romaines où les institutions impériales s'étaient effacées, et une conversion aurait garanti leur soutien. Nous en venons donc à l'épisode de la bataille de Tolbiac et du vœu de Clovis, qui n'aurait pas eu lieu là selon Patrick Perrin, qui nous explique que ce sont les historiens du 19e qui ont associé les deux. Mais passons. Au cœur d'une bataille, Clovis est acculé et s'apprête à être tué par des soldats alamans. Il lève alors les bras au ciel, demandant à Jésus, le fils du dieu de Clotilde, de lui venir en aide, promettant de se convertir s'il obtenait la victoire sur ses terribles ennemis. Coup de bol, le roi alamand est tué, et c'est la débandade. Mais là encore, petit retour sur la question de la date, certains disent qu'il pourrait s'agir d'une bataille de 506, puisqu'une lettre de Théodoric de la même époque mentionne la victoire sur les Alamans, la mort de leur roi et la fuite vers la Rhétie. En plus de ça, on peut faire un parallèle intéressant avec la bataille du pont Milius et la conversion de Constantin. Reste à savoir si GDT a encore éhontément versé dans la fake news en se basant sur un autre récit légendaire ou pas. Vous comprenez maintenant pourquoi on ne connaît pas vraiment la date du baptême. Par la suite, c'est l'évêque Rémy de Reims, le revoilà, qui enseigna toute la moralité trinitaire, ses rituels et ses credos à Clovis, en suivant les préceptes des conciles de Nicée. Ce dernier montra tout de même quelques signes de réserve, se demandant comment un homme si faible pouvait revêtre un caractère presque divin.
Maudit barbare. Finalement, le jour de Noël, quelque part entre 96 et 511, Clovis reçut le baptême avec, dit-on, 3000 guerriers francs. Je pense que vous connaissez déjà l'importance de cet événement qui scella l'alliance entre le trône et l'autel, puisque presque tous les rois de France, hormis Henri IV et Louis XVIII pour ne citer que, furent sacrés dans la cathédrale de la même ville, et ce jusqu'en 1825. On en revient à la guerre. De 496 à 498, on retient surtout plusieurs campagnes contre les Visigoths, car ils devenaient menaçants en se rapprochant des Ostrogoths. De 499 à 502, c'est le chaos, accrochez-vous. Clovis s'allie avec le roi des Burgondes installé autour de Genève, Godégisile, qui voulait s'emparer des territoires de son frère Gondebaud, le beau-père de Clovis. En 500, ce dernier signe un pacte d'alliance ou de non-agression avec les Armoricains et les Bretons pour sécuriser ces territoires occidentaux. Puis les Burgondes sont défaits à la bataille de Dijon, Gondebaud est obligé de fuir vers Avignon. Mais se ramène alors à Alaric II le Visigoth, qui porte secours au précédent et pousse Clovis à rompre son alliance avec Godégisile. Plus tard, Clovis et Gondebaud se réconcilièrent. Pour aller poutrer du Visigoth. Simple. En plus, ils eurent l'approbation de l'empereur romain Anastase. Mais si, vous savez, celui qui reste, à l'est. C'est pourtant pas compliqué. Donc, dès le printemps de l'année 507, les Francs franchirent quel piètre choix syntaxique la Loire en direction de Tours, pendant que les Burgondes attaquaient à l'est. Et non loin de Poitiers, dans les plaines, eut lieu la bataille de Vouillers, qui fut terrible selon GDT, et où Clovis tua Alaric de ses mains. Atteignant Toulouse en 508, ces victoires permirent aux Francs de mettre la main sur presque tous les territoires visigoths jusqu'aux Pyrénées, tandis que les Burgondes devaient récupérer la Provence. Mais malgré leur retard, les Ostrogoths tentèrent de mener une contre-attaque luttant au siège d'Arles en 508 tout en étant menacés de l'autre côté par l'Empire d'Orient. Les deux royaumes parvinrent finalement à conserver la Septimanie et la Provence. Face à une avancée franque assez spectaculaire, l'empereur Anastase Ier remit le titre de consulat honoraire à Clovis. Les sources racontent qu'il aurait ainsi connu un triomphe à la romaine dans la ville de Tours. L'apogée. Lors des dernières années de sa vie, Clovis mit la main sur le royaume de Sigebert, qu'il fit d'ailleurs assassiner par la main de son fils selon les récits, avant de le faire tuer lui-même. Oui, l'histoire des Francs, c'est Game of Thrones. Et encore, on en est qu'au début. Dernier événement notable, la convocation du concile d'Orléans en juillet 511, qui rassembla la moitié des évêques du royaume franc et où, globalement, Clovis condamna l'hérésie arienne, non pas celle-là, et établit un cadre officiel en ce qui concerne les relations entre l'Église et la couronne. Finalement, le 27 novembre 511, Clovis meurt à l'âge avancé de 45 ans, installé depuis 508 à Lutèce selon GDT. Il choisit de se faire enterrer avec Clotilde près du tombeau de la fameuse Sainte Geneviève, morte en 502 et pour laquelle ils avaient fait édifier une basilique à Saint-Pierre et Saint-Paul, proche du Panthéon actuel. Claude Houvard précise que ce pourrait être une inspiration de Constantin qui avait fait construire une chapelle impériale dans une église de Constantinople dans le but d'en faire un mausolée familial. C'est ici que s'achève notre vidéo sur ce très symbolique roi mérovingien à cheval entre Antiquité et au Moyen-Âge, entre culture romaine et germanique, mais surtout en ce qui nous concerne, considéré comme le fondateur, conquérant ou unificateur de ce qui allait devenir le royaume de France, et dont le baptême reste encore aujourd'hui considéré comme un événement crucial dans la mémoire collective. Comme vous l'avez vu, certains passages de sa vie sont teintés de récits légendaires et les sources sont à prendre avec des pincettes, surtout lorsqu'on travaille sur un homme qui est mort il y a plus de 1500 ans et dont la société était bien différente de la nôtre. Oui. J'ai regardé ton avenir et j'y ai vu la mort. Malgré cela, ça a été un plaisir de tourner cette vidéo et la prochaine fois nous aurons l'occasion de nous pencher sur l'après-Clovis. L'après-Clovis, disais-je, est la continuité d'une dynastie bien mouvementée.